Bien, bonjour et bienvenue dans les grands thémas de CIO, le monde informatique. Nous allons parler cybersécurité, plus exactement de cyber-renseignement, de CTI, Cyber Threat Intelligence avec l'accent, et d'OSINT, donc d'exploitation un peu de sources ouvertes. C'est vrai que les entreprises, quand on parle de digital footprint, les entreprises laissent une empreinte sur Internet, sur les réseaux. Des fois, elles n'ont pas vraiment conscience et les cybercriminels peuvent donc exploiter ces failles, ces informations. Et notamment aujourd'hui grâce à l'IA. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Jérémy Makowski. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors vous avez une longue expérience, vous avez été ancien officier de cyber-renseignement au sein de la police, au sein des forces de défense israéliennes. Tout à fait. Et vous avez fait partie de la célèbre unité LAV 433. Peut-être un mot sur cette unité un peu spéciale en Israël. Tout à fait. Alors l'unité LAV 433 est une unité au sein de la police israélienne qui est un petit peu l'équivalent du département central de la police judiciaire en France. Et l'unité dans laquelle j'ai servi plus précisément était l'unité nationale de lutte contre la cybercriminalité, qui est l'équivalent de l'OFAC en France, l'Office central de lutte contre la criminalité. De lutte contre la cybercriminalité. Voilà, tout à fait. Alors vous êtes reconnu comme un expert du renseignement d'affaires, du renseignement tout court, je veux dire, de la cybercriminalité et du terrorisme. Oui. Et vous travaillez actuellement sur tout ce qui est CTI au sein du lab, ou des labs de l'éditeur Rapid7. Tout à fait. Alors si on revient un petit peu sur l'empreinte, la fameuse digital footprint que peuvent laisser les entreprises, quel type d'infos peut laisser l'entreprise? Alors des fois elle en est consciente, des fois elle est consciente de l'info mais elle ne sait pas comment elle peut être exploitée. Quel type d'infos les entreprises laissent sur le net et sur les réseaux? Alors déjà beaucoup trop, beaucoup trop d'informations. Il y a un bon nombre d'entreprises qui ne sont pas forcément conscientes ou qui n'imaginent pas la masse d'informations qu'elles laissent en ligne sur différents réseaux, en tout cas au sein d'Internet. On parle d'informations au sens large du terme. Donc tout d'abord, on peut citer ne serait-ce que toutes les informations qu'elles publient sur leur site web, qui sont parfois… C'est du public. C'est du public, tout à fait. On ne peut pas faire plus source ouverte, mais c'est des informations qui sont parfois très utiles aux cybercriminels sur une certaine organisation de l'entreprise. Sur l'organigramme qui peut être exploité, les noms. Tout à fait. Sur le type de service, sur le type de poste proposé. Parfois même, il y en a certaines qui affichent les clients, voilà, les références. Les références, tout à fait. Donc ça peut être aussi facilement très exploitable. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est vraiment très ouvert. Et on parlait des offres d'emploi. Il y a de plus en plus de menaces de type insider. C'est-à-dire qu'on peut maintenant, les cybercriminels postulent précisément à des offres et se font passer pour des candidats. Donc tout est exploitable. Tout est exploitable. Ils peuvent créer des faux profils et essayer d'infiltrer la société en envoyant des faux CV, enfin en menant des opérations d'infiltration. On a aussi beaucoup d'informations qui peuvent être collectées. Ça, les entreprises sont un peu plus conscientes, mais elles n'ont pas forcément toujours la main mise sur les profils de leurs employés au travers des réseaux sociaux, notamment LinkedIn, qui est un des terrains de jeu favoris des cybercriminels, mais pas que. On parle d'ingénierie sociale. On parle d'ingénierie sociale, tout à fait, où là, ils vont pouvoir collecter un bon nombre d'informations sur la carrière des gens, sur la façon dont ils travaillent, avec qui ils travaillent. Vous allez même jusqu'à identifier ce qui est liké, les interactions, de réactions qu'ils peuvent avoir. Tout à fait. On peut faire ce qu'on appelle de l'analyse comportementale, voir ce qu'un individu au sein d'une entreprise, peu importe son poste, les choses qu'il commente, les choses qu'il like. Voilà. Souvent, on voit aussi des photos publiées à des événements, des conférences, même des badges. Voilà. Toutes ces informations sont très facilement collectées par les cybercriminels et très, très utiles. Et on a aussi un autre type d'informations, les entreprises en sont conscientes, mais pas toutes, qui sont les identifiants qu'on peut trouver en ligne. Et là, c'est encore un autre niveau parce que là, c'est vraiment très, très risqué. On a beaucoup d'entreprises dont les employés, par exemple, ont utilisé des services avec leurs emails professionnels ou personnels. Et ces services ont été donc piratés. Et on a après un certain nombre de fuites de données contenant des adresses email et des mots de passe de comptes d'employés qui sont là extrêmement utiles et qui mettent l'entreprise à risque. Et qui cherche trouve, on peut trouver aussi des fichiers XLS, enfin des fichiers Excel Tout à fait. En libre accès sur le web. Tout à fait, on peut trouver beaucoup de sociétés d'ailleurs ont des rapports annuels, parfois ça peut être des appels d'offres, ça peut être tout un tas de types de documents qu'elles ne jugent pas risqués donc, de publier en ligne ou pour certaines entreprises parfois par souci de transparence. Et de mon expérience par exemple, je peux vous dire qu'il y a énormément de sociétés qui publient
des rapports annuels avec, par exemple, le nom du PDG et sa signature. Et sa signature. Et sa signature donc on peut imiter la signature. On peut en tout cas l'utiliser à des fins frauduleuses. Et ça, par exemple, moi, je l'ai souvent expliqué en montrant les risques aussi dans des rapports de renseignement que j'ai pu faire dans ma carrière. Par exemple, c'est un des risques concernant la fraude. Et puis on ne parle même pas des services auxquels on peut s'abonner, pas forcément en France ou en Europe, mais notamment aux États-Unis. On Tout peut à fait. s'abonner sur de la recherche de plaques. En fait, il y a tout un paquet, d'informations. Un paquet d'informations, en libre accès ou sur abonnement ou sur le dark web. Mais alors, les entreprises, vous dites, normalement, elles sont conscientes à peu près de ce qu'elles laissent traîner, mais pas totalement. Et puis en plus, elles peuvent dire que c'est sans conséquence. Mais toute information peut être exploitée, surtout l'information en tant que telle n'est pas exploitable, mais quand on la croise, on peut faire des scénarios d'attaque. Tout à fait. Alors il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à prendre conscience de ces risques et qui implémentent des politiques de sécurité au sein des entreprises et voire même parfois qui entre guillemets, éveillent les consciences de leurs employés. Ça peut aller de la secrétaire jusqu'au PDG parce que voilà, il y a un éventail de gens. La vulnérabilité humaine est sans doute la plus grande des vulnérabilités et elle est largement exploitée par différents types d'acteurs malveillants. Donc il y a des sociétés en effet qui commencent à en prendre conscience et qui mènent des politiques en interne pour essayer de réduire grandement les risques, mais malheureusement il y a encore beaucoup trop d'entreprises en France et même à l'étranger qui ne sont pas assez conscientes des risques liés aux données qui sont exposées en ligne et qui malheureusement la prennent à leurs dépens quand après ils subissent une cyberattaque qui est liée par exemple à une fuite de données. Alors si on se met dans la peau, vous mettez à la peau du cybercriminel, comment vous exploitez un peu ces données? C'est automatisé, ils ont de plus en plus d'outils, où il y a aussi une part d'humain. Si on devait faire un peu des scénarios d'attaque ou si vous avez des exemples en tête de cette exploitation de sources? Tout à fait. Alors il y a un large panel en termes de cybercriminalité des techniques qu'ils utilisent. On parlait tout à l'heure d'ingénierie sociale qui est un peu une des techniques phares utilisées par les cybercriminels parce qu'elle permet on va dire 2 étapes, une partie passive et une partie active, de collecter un certain nombre d'informations sur des individus. Quand par exemple on veut faire des campagnes de phishing dédiées à une personne, ce qu'on appelle du spear phishing, et qu'on vise par exemple un PDG ou un directeur de département dans une entreprise. Voilà, les cybercriminels vont utiliser les réseaux sociaux, mais pas que, pour collecter un bon nombre d'informations. Alors de manière passive et de manière active, on l'évoquait en début d'entretien aussi, ça peut être créer de faux profils sur les réseaux sociaux, se faire passer pour un directeur de ressources humaines ou pour une agence de recrutement, pour être en contact avec ces personnes sur LinkedIn ou d'autres plateformes et essayer de collecter un certain nombre d'informations pour ensuite monter des scénarios d'attaque. Ça peut être des campagnes de phishing, ça peut être aussi une attaque de ransomware. Donc ça, c'est très populaire. Ensuite, on a des techniques qui sont liées aussi à l'analyse comportementale. Donc là, on va vraiment être sur des cybercriminels qui vont peut-être sur une période de 1 mois, voire à plusieurs mois pour des opérations plus complexes, vont essayer d'analyser vraiment le comportement en ligne. On l'évoquait aussi de l'individu. On profile l'individu. On fait du profiling, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre comment l'individu fonctionne en ligne, ce qu'il aime, ce qu'il commente, quand est-ce qu'il publie, les types de comptes qu'il peut avoir, s'il est plus actif sur LinkedIn, sur X ou sur d'autres plateformes de réseaux sociaux. Et une fois qu'on aura collecté toutes ces informations sur les centres d'intérêt en fait, de la personne, ça va permettre de créer des opérations pareil, de phishing ou autre. Je donne un exemple. Par exemple, si je sais qu'une personne dans une entreprise est très intéressée par le sport, parce que je vois qu'il a des comptes, une passion, des centres d'intérêt, ou par exemple sur le vin ou d'autres choses, je vais pouvoir créer des campagnes dédiées à ça, parce que j'aurai suffisamment d'informations sur cette personne, sur ce qu'elle aime, sur ses goûts, son comportement, pour être quasiment sûr que si je lui envoie quelque chose, de le toucher, de le sensibiliser, cette personne va cliquer sur un lien qui est frauduleux. En fait, ça s'inspire des techniques commerciales, tout simplement. Oui, en effet, ça s'inspire des techniques commerciales, mais parfois un peu plus insidieux. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, plus on avance,
plus les cybercriminels utilisent des technologies développées. Alors, il y a encore une partie qui est manuelle et comme j'expliquais aussi pour l'analyse de comportement, parfois on peut s'aider d'outils, mais il y a aussi beaucoup de renseignements, de compréhension, entre guillemets, du comportement humain en ligne. En fait, il y a deux aspects. Il y a un aspect d'automatisation. Ces outils, enfin, bon nombre sont en accès assez facile en fait sur le net, des outils d'OSINT notamment. L'IA permet d'aller vers cette personnalisation. Par exemple, vous écrivez vous dans la presse, vous exprimez dans les magazines et les journaux. Je peux analyser, identifier, faire en sorte que j'adopte votre style d'écriture. Tout à fait. J'analyse vos réseaux sociaux. En fait, on est vraiment dans l'hyper-personnalisation. Quand on parle de deepfake, là, vous voyez aussi une montée en puissance de l'IA. On entend sur la voix, sur la vidéo. C'est des choses qui sont... On en parle beaucoup, mais est-ce que c'est vraiment utilisé sur le terrain là? Alors oui, c'est utilisé. Alors effectivement, donc, déjà l'intelligence artificielle au sens large du terme, bon, ça fait un certain nombre d'années que ça existe, mais ça a été quand même assez démocratisé il y a, on va dire, à l'échelle, à une échelle, voilà, entre guillemets de l'informatique, il y a quand même peu de temps, surtout avec la démocratisation de ChatGPT et d'autres applications comme ça. Les cybercriminels ont su tirer profit de ces outils et parfois même de les détourner pour, par exemple, du deepfake. Effectivement, moi, ça m'arrive très souvent de voir dans mon travail au quotidien bon nombre de cybercriminels qui ont étudié des vidéos qui sont publiées sur YouTube ou sur d'autres plateformes de gens, de PDG, des interviews, enfin peu importe. Et une fois qu'elles ont collecté suffisamment de vidéos où il y a la voix de la personne, il y a sa gestuelle, il y a son image, elles utilisent des modèles, des algorithmes et des modèles de machine learning, entre guillemets, pour usurper l'identité de cette personne et pour créer voilà, ce qu'on appelle des deepfakes et en fait prendre l'identité physique et vocale de cette personne pour ensuite commettre des activités frauduleuses. On l'a vu aussi, ce qu'on appelle le phishing, le voice over phishing, c'est-à-dire c'est du phishing par message vocal. Beaucoup de gens se sont fait malheureusement avoir avec ça parce que c'est quand même relativement facile. Par exemple, on reçoit un message sur WhatsApp, on fait de plus en plus de messages audio. Tout à fait. Peut être un faux message. Ça peut être un faux message avec l'usurpation de la voix d'un individu. Ça se voit, et ça s'entend surtout. Mais il y a beaucoup de cybercriminels qui ont détourné tous ces outils et qui les utilisent à des fins frauduleuses. Donc, c'est pas que du fantasme et de se dire, un peu, c'est dans l'inconscient et l'imaginaire des gens, ça existe vraiment. Et ça permet vraiment de démultiplier les attaques de certains cybercriminels. Alors si on prend une autre casquette, vous travaillez dans le lab là, de Rapid7, vous travaillez aussi sur des outils pour anticiper et identifier un peu ces menaces je dirais au plus proche. Quoi. Tout à fait, surtout sur la partie renseignement et avec maintenant l'intelligence artificielle, ça permet aussi d'automatiser beaucoup de choses et de faire de la corrélation de données. Ça peut être par exemple parfois des données qui proviennent de l'entreprise et des données externes, des données qui viennent du dark web, comme des fuites de données ou toutes les campagnes qui peuvent être menées sur des applications cryptées comme Telegram, où là il y a beaucoup de campagnes d'attaque, par exemple au niveau de l'activisme ou cybercriminel. Donc en fait, ça permet vraiment d'automatiser, mais aussi d'augmenter la puissance de collecte de renseignements et de faire de l'agrégation et de la corrélation de données pour vraiment être au plus près de l'information et du renseignement en ce qui concerne les risques qui peuvent viser un individu ou une entreprise. En fait, on a les cybercriminels, c'est la cyberdéfense, et entre les deux, il y a une bataille d'IA et de machines. Tout à fait, quoi. exactement. Ouais. Et je pense que dans le futur, on verra, on commence déjà à le voir, une espèce de bataille, comme vous dites, d'IA contre IA. C'est-à-dire, d'un côté, les cybercriminels l'utilisent pour démultiplier leur force de frappe, que ce soit pour du phishing ou autre. Et de l'autre côté, sur la partie défensive, on voit de plus en plus d'entreprises utiliser des modèles d'IA et des outils pour aider à la détection d'intrusions ou pour aider à détecter des comportements suspects sur des réseaux ou pour de l'aide à la réponse d'incidents ou même du renseignement. Alors,
je reviens sur cette partie de prise de conscience. On peut se dire, bon, bah, voilà, je fais attention, mais en fait, on peut être de la cible, on peut être une cible pour plein de raisons. Vous parliez d'activisme, ça peut être de l'activisme écologique, ça peut être de l'attaque par rebond, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas une cible, mais je peux servir de cible par rebond pour atteindre quelqu'un d'autre. Donc, en fait, la première chose, c'est qu'il faut être parano. En fait, pas beaucoup dans le domaine de cybersécurité by design. Il faut être parano by design, c'est de tout imaginer en étant parano? J'irai pas jusqu'à dire qu'il faut être parano, je pense qu'il faut être méfiant. Méfiant et conscient des risques. Ça, c'est très important, méfiant et conscient des risques. D'abord, conscient des risques parce que il faut bien comprendre que quand on est PDG d'une entreprise, directeur, ou voilà, qu'on travaille, même qu'on est un employé voilà, un peu moins élevé dans l'organigramme et qu'on travaille au sein d'une entreprise, quelle qu'elle soit, on peut être demain la cible d'une cyberattaque venant d'un pays ou venant de cybercriminels. Voilà, pour des raisons X ou Y, voilà, ça peut être pour des raisons politiques, stratégiques, économiques. Les raisons ne mentent pas. Puis elles évoluent en fonction de la situation géopolitique, tout à fait. Quand aussi on veut, par exemple, une entreprise qui souhaite s'implanter dans un pays, il faut bien comprendre, avant on regardait que les risques physiques, c'est-à-dire est-ce qu'il y a dans ce pays des risques ou financiers. Mais aujourd'hui, on prend en compte les risques cyber, c'est-à-dire voilà, je veux m'implanter dans tel pays, quels sont les groupes au niveau locaux, groupes cybercriminels, groupes d'activistes ou éventuellement groupes qui pourraient être liés à l'État, qui pourraient éventuellement viser mon entreprise. Donc ça, c'est très important d'être conscient de ces risques. Après, voilà, il ne faut pas non plus être parano. On ne va pas la citer, vous me parliez tout à l'heure d'une société, enfin d'une responsable sécurité qui s'étonnait d'être la cible d'un seul coup d'un pays, en fait, mais parce qu'elle avait, c'est à cause de son implantation dans un autre pays qui est devenu maintenant une cible, quoi. Tout à fait, c'est ce que permet d'ailleurs le renseignement stratégique en termes cyber, c'est-à-dire de comprendre aussi un petit peu le paysage, le contexte et de pouvoir anticiper, de se dire voilà, je sais qu'il y a tel type de groupe actif dans telle région, que ce soit criminel, terroriste ou lié à un État, en tout cas au niveau cyber, et je sais que je peux potentiellement risquer d'être visé par telle ou telle entité. Alors, vous êtes spécialiste cyber renseignement. Souvent, c'est de lier ces deux casquettes. Dans les entreprises, on avait des responsables sûreté, des gens dans les grandes entreprises et des entreprises stratégiques ou critiques venant du renseignement et des responsables cybersécurité. Est-ce que ces deux mondes, alors déjà dans les grandes structures, ces deux mondes se rejoignent, c'est-à-dire qu'on a des fonctions en fait, de renseignement qui connaissent et le domaine cyber et le domaine du renseignement. On a la jonction en fait, entre ces deux mondes qui se fait sur le terrain? Tout à fait. Alors souvent, quand on parle de grandes entreprises, on a tendance, quand on parle de sécurité, alors on a déjà tout d'abord une personne qui s'occupe de la sécurité physique de l'entreprise, mais on a aussi tout ce qui est directeur de la sécurité informatique ou responsable de la sécurité des systèmes informatiques. Donc ces gens-là, en général, sont très axés sur la sécurité vraiment de l'entreprise. Voilà, tout à fait. Et après, alors, pas toutes les entreprises, mais de plus en plus. Celles qui commencent vraiment à prendre conscience de l'importance du renseignement intègrent au sein de leurs équipes, ça peut être parfois sous l'égide même du directeur de la sécurité informatique, des spécialistes du renseignement ou de la threat intelligence, voilà, pour aider à voir ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise. Ce que je dis toujours, j'essaie toujours de faire un parallèle quand j'explique ça, c'est de voir que les spécialistes de la sécurité donc, sont en charge de protéger, c'est un peu comme si vous aviez voilà, une maison et que vous vouliez la protéger avec des barrières, des caméras, toute une infrastructure sécuritaire pour vraiment protéger l'infrastructure de votre société. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est très important aussi d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise parce que quand vous protégez votre entreprise avec tout un tas de systèmes de sécurité, c'est très bien, mais le cybercriminel ou l'acteur malveillant à l'extérieur de l'entreprise qui souhaite viser votre entreprise, il s'est déjà renseigné sur, si on parle de, par exemple, faire un parallèle voilà, de sécurité physique, c'est déjà renseigné sur le type de caméra que vous utilisez, sur le type de barrière. Il va essayer d'approcher éventuellement le garde que vous pouvez mettre à l'entrée. C'est-à-dire que voilà, quand je transpose ça dans le monde cyber, voilà, il y a
tout un tas d'acteurs qui se renseignent sur les mesures de sécurité qu'une entreprise peut prendre. Donc c'est très important en fait de faire ce lien entre le monde du renseignement, enfin du cyber-renseignement et de la cybersécurité et de les faire travailler en symbiose. Et on n'a même pas parlé en fait des attaques réputationnelles, mais aussi ça peut être tout simplement des attaques sur la réputation de l'entreprise. Alors la dernière question, c'est qu'on se dit cette compétence de renseignement, déjà, elle n'est pas évidente à avoir, elle peut être rare. Alors les grands groupes sont capables d'en disposer, mais quand on est une PME qui peut être dans un réseau un peu stratégique, c'est-à-dire qu'on est fournisseur, on parle maintenant de supply chain IT, de fournisseurs, de l'écosystème en fait qui travaille, c'est compliqué. On pourrait avoir tendance à externaliser cette compétence, mais c'est aussi un danger l'externalisation. Tout à fait. Alors il y a des boîtes beaucoup de sociétés qui n'ont pas encore suffisamment de compétences en interne ou qui ont du mal parfois même à recruter des spécialistes du renseignement pour les faire travailler au sein de leur société et qui font appel à certaines sociétés externes qui peuvent proposer ce genre de service. D'un côté, c'est bien, de l'autre côté, ça peut toujours poser un risque parce qu'à partir du moment où on fait rentrer un élément externe à une société, c'est-à-dire qu'on crée un lien, un pont entre votre entreprise et une société externe, quel que soit le service, ça peut être pour du renseignement, mais ça peut être aussi pour beaucoup d'entreprises qui font ça pour l'externalisation des ressources humaines ou autres, ça ouvre quelque part une porte potentielle à une menace parce qu'il est toujours plus facile pour un acteur malveillant de passer par une partie tiers où on parlait de supply chain plutôt que d'attaquer l'entreprise de manière frontale. C'est toujours plus facile de passer par la petite porte pour atteindre l'entreprise. Donc c'est à double tranchant en fait. Jérémy, en dernière question, si je peux vous poser une question un peu de prospective, qu'est-ce qui vous inquiète particulièrement? Qu'est-ce que vous voyez un peu surgir comme type de menaces qui peuvent toucher les entreprises? Alors, si on parle d'un futur plus ou moins proche en termes de cybermenaces, je pense tout d'abord que au fur et à mesure que la technologie avance, comme on a pu le voir avec l'IA, les attaques vont être de plus en plus sophistiquées parce que plus on avance dans la technologie et plus du côté malveillant, les cybercriminels s'adaptent et s'approprient cette technologie. Donc je pense qu'on va aller vers des attaques plus compliquées avec une forme de démocratisation d'ailleurs de toutes ces nouvelles technologies qui vont permettre à certains cybercriminels aussi d'essayer de passer outre la sécurité. On voit de plus en plus de ransomware as a service. Là, on a des outils de cybercriminalité boostés à l'IA qui seront en libre service. Qui sont déjà en libre service. Il y a aussi, je pense, si on parle d'une manière plus large, on est dans un monde un petit peu instable et bouleversé, en tout cas en ce moment et ces dernières années. Et je pense que plus on va avoir de conflits et plus le monde sera instable et plus les cyberattaques vont être présentes parce qu'elles font partie intégrante de notre monde aujourd'hui au quotidien, que ce soit de la petite cyberattaque aux attaques d'envergure menées par certains pays. Je pense qu'il faut quand même être très conscient du monde dans lequel on vit et que toutes les entreprises aujourd'hui soient bien conscientes entre guillemets de ce qui pourrait se passer dans le futur en termes de développement cyber et en termes d'instabilité. Et en fait, on met de plus en plus de ceintures et de bretelles, de systèmes d'information qui sont contrôlés. On oublie les bonnes vieilles fraudes, la fraude au président, les arnaques au FORIB. En fait, il ne faut pas oublier aussi ce type d'arnaques où le digital est qu'un levier, où le social engineering est un moyen d'atteindre une cible. En tout cas, merci pour cet éclairage. Merci Jérémy, merci à vous. Et nous, on se donne rendez-vous pour un prochain grand thème CIO, le monde informatique.